bonsoir, bienvenue pour cette soirée Aliancy Connect, une heure d'after work consacrée à des sujets d'innovation, puisque on est sur notre format sélection innovation qui présente et vous permet de discuter avec des jeunes entreprises innovantes sur généralement des sujets qu'on juge à titre journalistique d'actualité. Je suis Dorian Marcelin, je suis le rédacteur en chef adjoint d'Aliancy, pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous organisons cette rencontre dans le cadre de la communauté Aliancy Connect, qui est notre communauté, la partie la plus engagée de notre audience, qui est un club à qui nous proposons une série de services, à la fois liés au relationnel, à la mise en relation, aux rencontres que nous pouvons faire, des contenus spécifiques qui sont adressés, créés pour la communauté, et également toute une série d'événements comme celui de ce soir, qui est un événement découverte, beaucoup plus ouvert et donc en digital. Cet after work sélection innovation coexiste avec au fil de l'année avec des after work physiques que nous organisons également pour la communauté, ainsi que des dîners débats, comme je l'ai mentionné, sur généralement des thèmes d'actualité, des grands thèmes d'actualité sur lesquels nous demandons à des intervenants de réagir. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous n'êtes pas déjà membre, puisqu'il y a nos membres et d'autres personnes qui seraient amenées à découvrir la communauté, si vous n'êtes pas déjà membre, n'hésitez pas à nous demander plus d'informations sur les formats de cette communauté, et Maëlle vous enverra les informations qu'il faut. Un grand merci à Maëlle, qui est une des personnes qui anime cette communauté, d'avoir organisé cet événement ce soir. La thématique du soir, eh bien, quelque part, je vais dire qu'on a pris tous les buzzwords de l'année 2022, les mots-clés un peu thématiques, technologiques, que l'on a vu parcourir mois après mois le landerneau de la tech française, avec des sujets qui sont le métaverse, la crypto, le quantique, NFT, le Web 3, donc des, on va dire des mots qui sont un peu à chaque fois l'arbre qui cache la forêt, de beaucoup de réalités différentes. On s'est interrogé finalement, et c'est l'objet de cette sélection, de se dire, mais que peuvent vraiment faire les entreprises derrière actuellement autour de ces différents concepts. Surtout quand on est une entreprise qui n'est pas une entreprise du divertissement directement, puisque pour beaucoup de ces, je pense au métaverse notamment, pour beaucoup de ces acteurs, c'est ce qui a été relayé dans les médias. Cet aspect, on va dire, très grand public, très tourné vers le loisir. Quand on est sur des usages plutôt B2B, qu'est-ce qui existe aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut imaginer dans les mois à venir, dans les années à venir? Alors, pour répondre à ces questions, on a demandé à 5 personnes, 5 startups, de venir nous expliquer l'état de leur marché aujourd'hui, quelles sont les offres, qu'est-ce qu'elles proposent concrètement aux entreprises, et de se projeter avec nous effectivement sur les questions qui se posent autour de ce jeu un peu médiatique, hein, autour des buzzwords que j'ai cités, et pour les amener à venir, qu'est-ce qu'elles anticipent. Alors, je vais les présenter très rapidement. En tout cas, pour les nommer, on a avec nous, pour répondre à ces questions ce soir, nos invités, donc Lancelot Salaver d'Airgift, Jordan Pelé de Codiceum, Laurent Guiraud de Colibri TD, Christophe Fontenot de Request Finance et Clément Merville de Manzalab, qui propose TeamU, donc qui est parfois plutôt connu sous le nom de TeamU, son métaverse. Les règles du jeu ce soir sont assez simples. On va leur laisser quelques minutes à chacun pour présenter leur activité, ce qu'elles font, vous faire découvrir où ils en sont sur ces sujets, chacun sur leur propre axe de développement, qu'est-ce qu'ils proposent concrètement. On explorera un peu avec eux voilà, une question, on va dire, d'actualité que j'ai pour eux. Dans une vingtaine de minutes, 25 minutes, à la demi, vous aurez la possibilité de leur poser vos questions si vous en avez.
Ils seront là pour y répondre, que ça soit sur, à la fois très précisément leurs offres ou sur des questions plus générales sur les points que j'ai cités. Et on aura un petit, débat sur cette question aujourd'hui de, comment on fait quand on est une entreprise pour s'emparer de technos qui ont un peu finalement cette épée de Damoclès d'avoir un gros mot autour de la terminologie qui est utilisée pour parler de leur technologie. Et sans plus attendre, je ne vais pas plus que cela monopoliser la parole et je vais lancer à Clément Merville, Manzalab, la première personne, la première startup à intervenir ce soir, pour nous présenter son activité, son offre autour du métaverse, mais de façon un peu différente que ce que des acteurs ont déjà pu imaginer autour du métaverse. Clément, je te laisse nous en dire plus. Merci Dorian. Bonsoir à toutes et tous. Donc je suis Clément Merville, je suis le président cofondateur de Manzalab, société que j'ai créée avec mon associé. Nous venions tous deux du monde du jeu vidéo et nous avons créé la société en 2010 pour apporter les technologies du monde du jeu vidéo au monde de l'entreprise. Euh, Ce faisant, nous sommes devenus des spécialistes de la réalité virtuelle et plus particulièrement de mettre plusieurs personnes ensemble dans la même réalité virtuelle. Donc, ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler, puisque c'est le buzzword du moment, des proto-métaverses. Euh, Aujourd'hui, nous avons une solution beaucoup plus démocratique, puisque notre solution TeamU, qui veut dire We Meet, écrit à l'envers, est accessible directement depuis le web, donc également avec des casques de réalité virtuelle, mais surtout et principalement pour tous directement sur le web. Et cette solution qu'on appelle donc de corporate metaverse et qui sert depuis les entretiens d'embauche jusqu'au onboarding, en allant par la formation, les showrooms, donc pour présenter ces produits, également tous les événements internes ou externes. Et la dernière nouveauté que nous venons de lancer, c'est les bureaux virtuels. Vous envoyez l'exemple derrière moi de nos bureaux virtuels. Voilà, tout ça avec des clients principalement du CAC 40, hein, des grands groupes. J'aurai plaisir à répondre aux questions sur les cas concrets en deuxième partie de réunion. On a, je le mentionnais, le métavers, c'est quand même l'archétype de cette question qu'on se pose sur le bruit médiatique qu'il y a autour des technologies qui sont amenées à se développer, à être utilisées ou pas pour l'entreprise. Notamment parce qu'on a vu en début d'année un élan très positif. En gros, on ne pouvait que parler de métaverse sur début 2022 et il y avait un écho extrêmement positif de tout ce qui se faisait. Et on a l'impression qu'il y a un retour de bâton là depuis la rentrée avec des échos beaucoup plus négatifs sur cette terminologie, sur ce qui se joue sur le marché. Comment vous vivez ça? Quel regard vous portez chez TeamU sur cette Alors, c'est bascule qu'il y a eu? C'est vrai que le mot métaverse est devenu un buzzword il y a un an, hein, quand Facebook a décidé de se rebaptiser Meta et a quasiment préempté ce mot-là. Aujourd'hui, on parle plutôt des métavers. Et d'ailleurs, il y a deux grands types de métavers. Il y a les métavers de type Facebook, on va dire, très grand public, réseaux sociaux, entertainment, divertissement, et commerciaux derrière, et les métavers comme le nôtre à destination uniquement corporate, donc usage business, sans finalement NFT, crypto-monnaie, blockchain, tout sujet que l'on va voir par la suite. Merci pour l'explication. On va avoir l'occasion effectivement de revenir sur un peu ce qui s'est joué cette année. Je vais demander à Christophe Fontenot pour Request Finance de justement arriver sur un deuxième sujet, celui de la crypto, qui a beaucoup fait parler de lui cette année, y compris très récemment, comme on a tous pu le voir dans l'actualité. Alors c'est un autre mot-clé, mais Request Finance propose une approche assez originale, vraiment dédiée aux entreprises classiques, traditionnelles et pas du tout à la finance.
Je te laisse nous en dire plus, Christophe. Alors, bonsoir tout le monde. Christophe Fontenot, je suis un des cofondateurs de Request Finance. Et Request Finance, c'est le moyen pour les entreprises digitales ou traditionnelles d'accepter les monnaies digitales ou crypto-monnaies comme moyen de paiement sans changer leur système de comptabilité. Donc, pour faire un tout petit retour en arrière et pour rebondir sur ce que Dorian a dit en intro et Clément ensuite, on est aujourd'hui dans l'ère du Web 3, donc l'ère de la blockchain et des buzzwords crypto autour de cette ère-là, qui suit, que l'on dissocie, nous, dans l'industrie, de l'ère du Web 2, qui est l'ère d'Internet. Et en fait, dans le Web 3, on parle de l'Internet de l'argent, parce que les rails de paiement vont beaucoup plus vite et pour des coûts beaucoup moindres que le système bancaire. Donc en fait, on permet de digitaliser tout un tas d'opérations au niveau des entreprises, que ce soit au niveau opérationnel et financier. Et c'est ce que permet toute cette technologie. Donc une des applications du Web3, typiquement, c'est ce que fait Clément une des applications, ça peut être le métaverse. Une autre application du Web3 sont les monnaies digitales. Et aujourd'hui, les entreprises désireuses de faire évoluer leurs opérations et de les mettre, on va dire, à la vitesse du Web3 pour des besoins d'efficacité, on va dire, soit plonger dans le milieu des NFT, ou soit même d'accepter de faire des paiements internationaux à la vitesse d'Internet. Request leur permet de faire ça de manière documentée, avec une solution de facturation. Alors, ce n'est pas non plus un ERP type SAP, mais on fait ça de manière documentée, de manière à intégrer tous ces flux financiers dans un système comptable traditionnel. Un des sujets qui est mentionné, c'est quand on parle de crypto, tout de suite on entend presque volatilité, risque, parce qu'on a cette image effectivement que ce sont des marchés quelque part où les changements sont très brutaux. Est-ce que c'est pas paradoxal du coup d'attendre des entreprises qu'elles lient finalement leur comptabilité traditionnelle, qui est plutôt quelque chose de au contraire extrêmement stable, avec cet idéal-là crypto? Ouais. Alors, la volatilité de ce marché, qui est très spéculatif, fait que, comme enfin, on va dire comme toute innovation, hein, c'est très spéculatif parce qu'il y a des early adopters sur le marché qui sont arrivés avant les autres, qui veulent tirer, bénéfice, des gens qui arrivent un peu plus tard. Nous, aujourd'hui, on fait quand même bien le distinguo entre le mot crypto, qui est très associé au Bitcoin et aux monnaies spéculatives, du côté monnaie digitale. Alors, je joue un peu avec les mots, mais dans le côté monnaie digitale, notre perception des choses, c'est que c'est des monnaies fiduciaires que tout le monde connaît, euro, dollar, Singapour dollar, Canadian dollar, dans une version digitalisée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, typiquement, dans le monde des crypto-monnaies, vous avez toutes les monnaies volatiles, dont on ne parlera pas ce soir, enfin, en tout cas pas maintenant. Puis après, vous avez toutes les monnaies que vous connaissez tous, qui ont été digitalisées pour être mises à la vitesse d'Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on a un US dollar indexé sur le dollar qui vaut 1 pour 1, qui s'appelle l'USDC, par exemple, donc pour US Dollar Coin, très simplement. Et aujourd'hui, pour avoir processé plus de 250 millions de dollars de transactions en 1 an et demi, on commence à avoir des statistiques. Plus de la moitié de ces paiements sont effectués par les entreprises dans des monnaies stables, parce qu'aucune entreprise n'a envie de jouer la survie ni son destin, on va dire, et sa trésorerie sur des monnaies volatiles. Donc, la plupart de ces entreprises utilisent la version digitalisée de l'euro, du dollar ou de quelque autre monnaie fiduciaire qu'on connaît tous pour bénéficier de ces rails de paiement hyper efficaces sans justement s'exposer à la volatilité des marchés. Merci pour les explications. Il y aura sans doute d'autres questions sur cet aspect-là, qui effectivement qui peut avoir une dimension un peu technique. Donc, comme le disait Maël dans le chat, n'hésitez pas, hein, vous avez un module questions-réponses. Il y a des questions générales ou précises qui vous viennent à l'esprit. Vous pouvez les utiliser, utiliser le module et on y répondra tout à l'heure. On va enchaîner et je vais demander à Laurent Guiraud de Colibri TD de venir nous parler de quantique, alors qui est
pour le coup, peut-être moins un buzzword parce que ça fait plus d'années que c'est installé, mais où les entreprises n'y comprennent pas grand-chose, il faut dire ce qui est, de ce que ça peut leur apporter concrètement et de vers quoi on se dirige en fait dans l'idée. Donc Laurent, si tu veux nous en dire plus sur ton activité. Merci Dorian. Oui, effectivement, donc moi je suis Laurent Guiraud, j'ai cofondé Colibri TD il y a à peu près 3 ans et on fait de du logiciel et de l'algorithmique quantique. Donc oui, effectivement, tout le monde a entendu parler de la physique quantique, de la mécanique quantique. Alain Aspect, Sacha Roche, 2 prix Nobel de physique, Alain Aspect le dernier, sur le sujet, sur les sujets. Donc bon, c'est un buzzword scientifique, on va dire. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est rentré dans une deuxième révolution quantique. La première révolution, c'est juste le fait qu'on soit là, c'est grâce à la première révolution quantique. Le fait qu'on puisse se parler, le fait qu'on puisse avoir le métaverse, les crypto-monnaies, la pub en ligne, c'est grâce à la première révolution quantique, l'utilisation d'un certain nombre de propriétés physiques, mais de manière collective. Voilà. Mais depuis quelques années, en fait, un certain nombre d'acteurs se sont dit pourquoi on n'utilise pas en fait les propriétés quantiques de base pour simuler le monde dans lequel on existe, qui est fondamentalement quantique de par ses interactions. Donc, globalement, aujourd'hui, c'est de se dire on va utiliser une nouvelle façon de faire de l'informatique en utilisant le quantique, comme on l'a fait pour la première révolution, en fait, dans une deuxième acte. Alors, effectivement, on est au début, hein, c'est de la deep tech, hein. On est dans un secteur qui s'appelle la deep tech, deep technology, donc avec des horizons lointains. Néanmoins, c'est comme l'invention du processeur, c'est issu d'un certain nombre de travaux préexistants. Donc voilà. Et les entreprises, comme elles ont bénéficié aujourd'hui, elles bénéficient tous de la première révolution quantique, de l'informatique, des microprocesseurs, vont pouvoir à terme profiter de façon complètement transparente quantique. Mais il faut commencer aujourd'hui, il faut commencer à s'approprier. C'est là pour nous de créer une plateforme pour avancer sur ces sujets. Donc on est d'accord que pas du hardware, on entend beaucoup parler de la partie Voilà. hardware du quantique. Là, il s'agit de proposer une plateforme de cas d'usage concrètement qui va permettre aux entreprises d'employer quelque part ces hardware quand ils seront existants au sens industriel du terme de façon très développée. Qu'est-ce qui fait que quand on parle d'horizon lointain, qu'est-ce qui doit faire qu'une entreprise finalement s'intéresse au quantique aujourd'hui Vous savez, moi, quand j'ai commencé, j'ai travaillé dans des grosses sociétés qui ont poussé le cloud computing, hein. Je ne citerai pas Google ou Amazon. Quand j'ai commencé en 2007 pour Google et 2011 pour Amazon, les gens disaient jamais je mettrai mes données dans le cloud, jamais j'utiliserai ces systèmes de collaboration en ligne, c'est pas pour moi. Bon, voilà. Et c'était il y a quelques années, on va dire. Et donc, c'est pareil pour le quantique. Le quantique, aujourd'hui, les gens ont du mal à appréhender. Et c'est l'effort que nous, on doit faire en tant que fournisseur de solutions quantiques, niveau logiciel, mais aussi hardware. On doit commencer à évangéliser, proposer des cas d'usage. On ne va pas dire le quantique, c'est bien parce qu'il y a la superposition de l'intrication. Alors ça risque de pas très être porté. Par contre, si vous voulez faire des calculs plus rapidement, si vous voulez attaquer des problèmes que vous n'avez pas pu faire aujourd'hui, le quantique peut y répondre. Et nous, on vous propose ces cas d'usage industriels, financiers, chimiques. Donc, on a toute une panel de cas d'usage qui peuvent, à terme, d'ici quelques années, vraiment bénéficier du quantique. C'est vraiment l'objectif que l'on a, c'est de démocratiser cet accès au quantique de façon assez préliminaire. C'est de le faire tout de suite pour ne pas dépenser beaucoup d'argent, mais commencer à s'intéresser au sujet pour ne pas se laisser dépasser et après se demander c'est quoi le cloud, c'est quoi le big data ou c'est des choses comme ça. Donc le quantique, vu que c'est une révolution et pas une évolution, c'est encore le besoin est encore plus important de s'approprier ces technologies. Oui, effectivement, et vous avez cité ces secteurs qui sont particulièrement intéressés parce qu'ils ont un peu plus l'habitude peut-être de travailler avec les deep tech et dans cette optique de recherche, mais on peut imaginer qu'une fois les entreprises ont une plateforme et une accessibilité facilitée, ça débloquera aussi beaucoup de capacités. On Tout à fait. pourra revenir sur ce principe de quelque part proposer les cas d'usage proactivement aux entreprises parce que c'est beaucoup la question qui revient hein, sur tous ces buzzwords et ces grandes technologies, ces tendances de dire oui mais finalement ça sert à quoi et qu'est-ce que je peux en faire moi concrètement dans mon quotidien. On va poursuivre avec notre quatrième invité ce soir, Lancelot Salavert pour Airgift, alors qui est sur un autre sujet avec une spécialité qui est les NFT. NFT qui, pareil, un sujet qui a fait un boom, on va dire, depuis 2 ans médiatique
juridiquement parlant, mais concrètement, que peut faire une entreprise qui n'est pas forcément dans le pur divertissement ou est un artiste d'un NFT? Bonsoir à tous et merci à Dorian et à toute l'équipe d'Alliancy de nous donner l'opportunité de présenter notre entreprise. Donc, je vais essayer de répondre à cette question un peu complexe, mais en 2 minutes, Airgift, on est effectivement une plateforme SaaS qui permet à n'importe quelle entreprise de créer, de distribuer ses propres NFT. Donc, concrètement, quel que soit votre niveau de connaissance du Web3, vous pouvez vous inscrire et créer des visuels, paramétrer votre collection et commencer à offrir ces fameux biens digitaux. Vous pouvez les offrir à vos collaborateurs, à vos clients, à vos fournisseurs, à vos prospects, à vos familles, qui vous voulez. Donc, on vise, vous l'avez bien compris, à un cas d'usage de NFT marketing. Alors, à un moment que vous avez vécu dans une grotte ces 12 derniers mois, vous connaissez certainement les NFT en tant qu'œuvre d'art numérique, parce que c'est le cas d'usage qui a fait exploser cette technologie. Mais il faut essayer de bien faire attention à ne pas confondre la technologie NFT et un cas d'usage qui est l'art numérique. De la même manière qu'il y a 3-4 ans, tout le monde faisait la confusion entre blockchain et Bitcoin. C'est un peu la même chose aujourd'hui pour NFT et art numérique. Et donc, il va y avoir de plus en plus de cas d'usage. Et nous, on fait le pari que les NFT vont devenir un média marketing. Donc, notre offre chez Airgift, elle se différencie des acteurs du secteur avec 3 grands points. Tout d'abord, la simplicité. Alors, évidemment, ça paraît évident dit comme ça, mais c'est encore très, très mal présenté et proposé par l'immense majorité des acteurs. Et donc, on fait tout, en tout cas nous, pour aller dans le sens de plus de simplicité pour une plus facile adoption. En 2, la gratuité totale pour les bénéficiaires finaux. C'est suffisamment dur d'embarquer 1 milliard de nouvelles personnes sur une nouvelle technologie avec toute la mauvaise presse actuelle qui entoure le monde du Web3. Donc, on va arrêter une seconde de vouloir faire payer les utilisateurs finaux. Et en 3e élément de différenciation, c'est l'automatisation, puisqu'on essaye de développer une plateforme où vous avez simplement à choisir un déclencheur dans votre flow business, que ce soit l'arrivée d'un nouveau collaborateur ou le passage d'une nouvelle commande, et Airgift va se charger d'envoyer le NFT en votre nom à votre bénéficiaire. Donc voilà. On a Airgift, une question sur le sens du NFT et le cas d'usage finalement, parce que c'est un peu ce qui reste quand on parle de NFT. Beaucoup de personnes finissent par se dire oui, mais pourquoi au final? Quel est le sens, l'utilité profonde sur le sujet? Et aujourd'hui, les entreprises, dans leur transformation, cherchent beaucoup à répondre à cette question de sens, de comment on donne du sens au numérique, à ce qu'on fait. C'est beaucoup plus prégnant dans leur réflexion. Est-ce qu'il y a un cas d'usage qui illustrerait une réponse que peuvent donner les NFT à ce côté-là de sens un peu plus profond sur l'activité économique? Tu as absolument raison, hein, Dorian. Quand on pense d'un point de vue un peu macro à la vie d'une collection NFT, on peut la penser en 3 grands temps qui sont la création, la distribution, puis l'utilisation. Et jusqu'à présent, j'ai parlé que des 2 premiers et je me suis gardé de parler d'utility parce que Airgift, jusqu'à présent, ne le proposait pas. Et c'était un choix délibéré de notre part de proposer que les 2 premières parties et bien prendre le temps de bien comprendre le marché de l'utilisation avant de se lancer. Le problème avec l'utilisation, c'est qu'il y a autant, c'est comme l'équipe de France et Didier Deschamps, il y a autant de Didier Deschamps que de Français. Et ben c'est pareil avec l'utilité et NFT. Vous allez avoir chaque entreprise qui vient nous voir va avoir sa propre idée de comment l'utiliser. Et ce qui pose un problème pour une société comme la nôtre qui souhaite avoir une approche produit, donc plateforme, pour proposer à des prix compétitifs, toute la différence d'une agence qui va essayer de vous faire du sur-mesure et vous allez payer cher, voire très cher, mais vous allez avoir votre propre utilité. Donc, tout ça pour dire qu'on a beaucoup itéré et qu'on a beaucoup creusé, beaucoup interrogé nos différents prospects sur quelle utilité sur laquelle se lancer. On a finalement arrêté notre dévolu sur une utilité bien précise qui s'appelle le DPP. Donc, approchez-vous, c'est pas si compliqué que ça. C'est le Digital Product Passport. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que c'est le concept d'associer un NFT à n'importe quel produit physique qui va avoir un numéro d'identifiant unique. Pensez aux produits tech, votre téléphone, pensez à l'électroménager, pensez à votre voiture, pensez à l'immobilier, ce genre de choses. Et donc, le but va être de pouvoir dire qu'on va associer tous les grands événements
et tous les types, la garantie, type les réparations, type les manuels, tout ça à un seul et même NFT et tout concentralisé à un seul et même endroit. Donc voilà sur quoi on se lance. Nous, on lance un nouveau produit qui s'appelle AirPass et donc on est très excités de proposer cette solution à cette première utilité à nos clients. Non, sur effectivement les cycles de vie, on imagine que le suivi de cycle de vie des objets, des produits et de tout ce que ça peut impliquer derrière en amélioration de la gestion de ces cycles. Merci, merci beaucoup Lancelot. On va passer à notre dernier invité du soir, Jordan Pellet pour Codiceum, qui est au contraire effectivement dans cette logique qui a été décrite de dire d'accompagner les entreprises sur cet univers très large du Web3 en essayant de finalement leur rendre un service pour qu'elles puissent créer des services sous cette étiquette Web3 qui soient à l'échelle, qui soient plus automatisés, qui est ce travail-là qui est fait. Donc Jordan, je te laisse présenter ton activité, nous dire plus de l'état du marché et de ce que tu proposes aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier les médias Alliancy du coup pour l'invitation et d'avoir pensé à nous solliciter pour intervenir aujourd'hui sur ce sujet passionnant. Du coup, je suis Jordan, le cofondateur de Codiceum. Je m'occupe de la stratégie commerciale et du développement de la structure. Codiceum, c'est un projet entrepreneurial familial qui a commencé aux alentours de 2018 avec mon cousin qui est développeur web. On a rapidement discuté de la technologie cryptographique, comme je pense beaucoup d'intervenants ici, et on a rapidement dévié sur la technologie du Bitcoin et l'utilité ou non de cette innovation. Donc, mon cousin Sébastien était un grand convaincu, et il est toujours, depuis les premiers balbutiements de la technologie. Moi, un peu plus sceptique dans les débuts. Et puis, à force de débattre sur le sujet, il a réussi à me convaincre du degré important de disruption qu'allait apporter la technologie blockchain sur l'ensemble des marchés utilisant les technologies de l'information et de la communication. Du coup, le Web 3 reprenait l'ensemble de nos domaines d'expertise, de compétences, et aussi un petit plus les convictions personnelles. Le Web 3 nous permettait du coup d'exécuter des contrats financiers. C'était aussi, on se rapprochait aussi d'une technologie disruptive. Et il y avait aussi ce côté humain qu'on ne retrouve pas sur le Web 2, mais qu'on retrouvait il y a longtemps sur le Web 1, parce que je parle de la décentralisation, le fait de ne plus avoir de tiers de confiance pour réaliser un échange ou une transaction. Pour moi, pour nous, chez Codiceum, c'est une vraie révolution et c'est là la clé de voûte de la technologie. Du coup, on s'est rapidement retrouvé dans cet univers et c'est là qu'on a commencé, c'est-à-dire que Codiceum a réellement commencé à prendre forme. On a sorti du coup des proof of concept sur notre site, donc plusieurs petits projets pour montrer, développer nos skills et montrer nos compétences aux entreprises afin de leur proposer des services de développement en Web3, comme vous l'avez bien dit. Donc, ça va être, je peux donner un exemple concret. On peut soit créer une plateforme NFT, du coup plutôt type agence sur mesure pour un influenceur. Effectivement, ça, je pense que le coût est beaucoup plus élevé que pour la solution disruptive de mon camarade. Et sinon, on peut aussi créer des applications décentralisées sur mesure. Donc là, c'est vraiment en fonction de la demande concrète du client. Notre objectif, il est plutôt simple. On essaye de vulgariser les mécanismes complexes de la blockchain pour permettre à un public plus large d'utiliser et de s'approprier les futurs du Web3. Nous, on sait à quel point la traçabilité des transactions, notamment en termes de requêtes informatiques, la sécurisation des données et l'exécution d'une technologie respectueuse de l'environnement sont des enjeux forts, en tout cas forts pour le futur. Et on pense que ce dernier vont pouvoir être réalisés grâce à la technologie blockchain et lui permettre aussi d'émerger auprès du grand public avec une meilleure image. Donc, vous accompagnez finalement, vous avez des missions au cas par cas personnalisées d'entreprises qui veulent développer ces services avec cette étiquette Web3 et que vous accompagnez en développement sous format agence. Mais au-delà de ces missions, il me semble que vous entendez aussi proposer vous-même dans le futur une plateforme d'achat, de revente de services autour du Web3. De quoi s'agirait-il ? Tout à fait. Alors, ça s'appelle Decentrashop. Son nom est assez explicite. C'est une plateforme d'échange, de vente et de produits, de vente de produits et de services décentralisés. On peut prendre Amazon
Fiverr, Mal, pour ceux qui connaissent, ou eBay. Et la seule différence, c'est que pour vous connecter, il n'y aura pas de KYC, de Know Your Customer. Il faudra juste en fait un wallet type MetaMask, un wallet Web3 pour se connecter à l'application. Donc, il n'y a pas de tiers de confiance. Le marché en fait s'autorégule. Et bien évidemment, vous payez en crypto-monnaie, vu qu'il n'y a pas d'adresse email, il n'y a pas de carte bleue. Tout se fait avec un wallet Web3. Et donc, l'intérêt, c'est de décentraliser les échanges à l'échelle mondiale. Alors, ça s'est déjà fait dans le passé via un prototype qui s'appelait Open Bazaar, qui malheureusement a fait faillite parce qu'il ne prenait pas de frais. Donc, on a repris le concept pour proposer en fait une marketplace totalement décentralisée. Donc, on est en train de développer le projet qui est pas mal avancé. Donc, aussi, je vous invite à regarder, ça s'appelle DecentraShop. Merci Jordan pour cet aperçu de ce qui arrive ensuite. On va pouvoir d'ailleurs discuter un peu de la façon dont vous voyez se développer le marché. Alors, j'ai vu que vous aviez déjà, que certaines questions ont déjà été posées, certaines personnes ont déjà eu leurs réponses en direct au fur et à mesure des interventions. J'ai une question qui n'en est pas une, qui est un commentaire sur le fait que c'était une très belle intervention sur l'informatique quantique. Donc, merci Laurent d'avoir fait cette intervention qui a été appréciée. Donc, si vous avez d'autres questions, que ce soit à l'un de nos invités sur leur offre, leur activité en tant que telle, ou plus généralement sur cette logique un peu de la façon dont les entreprises peuvent travailler autour de ces buzzwords d'innovation, mais de façon concrète, au-delà de ce qu'on peut juste voir, on va dire, dans les médias grand public, n'hésitez pas, ils sont là, ils ont encore une vingtaine de minutes pour prendre le temps d'y répondre. En attendant d'éventuelles questions, moi des questions j'en ai en ma nature de journaliste. Comme je le disais, tous les sujets dont il a été question ce soir, que ce soit le métaverse, la réalité virtuelle jusqu'au quantique, ont en commun d'attirer d'une partie, on va dire, la communication des entreprises qui ont envie de se positionner sur ces sujets, qui ont envie d'en parler, qui ont envie de montrer qu'elles font des choses, mais en même temps, il y a beaucoup d'incertitudes, d'incompréhension. Quand on interviewe aujourd'hui les DSI en 2022, quand même beaucoup d'organisations qui nous disent que leur équipe IT, leurs équipes métiers sont aujourd'hui plus mûres, qu'elles ont acquis plus de maturité sur les enjeux de la transformation numérique, les technologies qui vont avec. Alors, bon, c'est une vision un peu globale, mais que du coup, vu que la priorité semble être de définir les cas d'usage de demain, pour s'emparer entre guillemets de vos technologies, que cette maturité serait une force en 2022 et pour l'année à venir. J'ai une question assez globale à vous tous, c'est est-ce que aujourd'hui vous constatez chez vos interlocuteurs dans les entreprises ce gain de maturité, le fait qu'ils soient plus affirmés dans ce qu'ils veulent, dans ce qu'ils imaginent autour des cas d'usage, ou est-ce que vous avez l'impression que on est malgré tout encore dans le jeu du mot-clé, c'est bien d'en parler, mais quand on creuse un peu derrière, tout le monde est un peu paumé. Je sais pas qui veut se lancer sur ce sujet. Laurent, peut-être sur le quantique. C'est assez simple, pour répondre assez rapidement. On est très très en amont, donc des grandes sociétés comme Airbus, EDF, Thales ou autres, évidemment. Ce sont des sujets au niveau R&D qu'au niveau vraiment industriel pour l'instant. Alors, il faut distinguer les différents. Là, je parle de l'informatique quantique, sur les communications quantiques et sur la métrologie quantique. Il y a déjà des applications industrielles. Pour relativiser, c'est l'informatique quantique. Donc voilà, l'industrie en général est très, 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 pour l'instant, en prudente et essaye de faire changer les choses. Mais on est au tout début, comme le cloud il y a 10-15 ans, quoi. Donc, on est dans les prémices. Alors, je peux peut-être prendre la suite. Alors, nous, on a pas mal d'applications très concrètes et de clients, par exemple, pour le recrutement, la SNCF s'en charge. On va dire pour le onboarding, on travaille avec Soprasteria.
On travaille beaucoup avec TF1 également, pour plutôt des questions de showroom. Mais on voit avec ces quelques exemples que sont des grands groupes qui ont des cellules innovation vraiment innovantes et courageuses, et que donc ça bouge quand même plus doucement que ce que l'on voudrait, en fait. C'est-à-dire que la cellule innovation est toujours très enthousiaste, et derrière, quand ça passe à d'autres départements, il y a toujours des résistances au changement. Et sur la partie définition du cas d'usage, est-ce que quelque part, quand ils arrivent à la relation avec vous, ils ont déjà tout en tête et ils savent exactement où ils veulent aller, ou tout est à construire? Ah non, alors, ça dépend. Il y a les deux cas. Des fois, ils veulent vraiment un cas d'usage très précis, et des fois, ils veulent savoir ce qu'on peut faire avec le métavers. Et justement, comme le métavers, finalement, si on va à la proposition essentielle du métavers, qu'est-ce que c'est? C'est se retrouver ensemble alors qu'on est à distance. Quand je dis se retrouver ensemble, avec le sentiment d'être ensemble, hein, là, on a un échange en visio, on n'a pas du tout le sentiment d'être tous ensemble. Cette promesse essentielle permet de faire tout type d'activité, finalement. Puisque c'est juste travailler ensemble, recréer du lien. Voilà. Et donc, souvent, enfin parfois, on va dire, les donneurs d'ordre sont un petit peu paralysés par l'univers des possibles, en fait. Il y a tellement de cas d'usage possibles qu'ils ne savent pas choisir lequel le premier. C'est pour ça que la proposition de bureau virtuel dont je parlais tout à l'heure, là que TF1 va intégrer, donc va commencer à tester, alors qu'on vient juste de le lancer il y a quelques semaines, et vraiment, on va dire, le cas d'usage est évident, puisque ça résout ce qui s'appelle le paradoxe de l'hybride. L'hybride, c'est le télétravail, hein, versus travail au bureau. Et le paradoxe, c'est que globalement, tout le monde veut plus de télétravail, et en même temps, globalement, tout le monde se plaint de la perte du lien Bien sûr. au sein de l'entreprise. Ouais. Donc oui, c'est parce que ça répond à des frictions qu'il y a aujourd'hui. Sur cette logique de maturité de ce que vous voyez, est-ce qu'il y a d'autres, Lancelot, vous voulez réagir là-dessus spécifiquement? Non, mais évidemment, par définition, on est tous sur des technologies de pointe. Donc, évidemment, quand on se lance dans ce genre de secteur, il faut accepter qu'il y a une énorme part d'évangélisation. Et ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus commercial. Et heureusement qu'il y a des workshops comme celui de ce soir, où on va venir parler, éduquer, discuter et décomplexer un peu les gens. Donc ouais, ça fait partie du jeu. Après, j'imagine que, comme tous les intervenants, on essaie toujours de s'appuyer sur… Il y a toujours dans toutes les entreprises des gens qui aiment ça, qui bidouillent et qui sont un peu ce qu'on appelle les quick wins ou les low-hanging fruit. Et c'est là-dessus qu'on essaie de s'appuyer pour nous survivre et faire casser notre croûte au quotidien. Mais oui, ça prend du temps. Il faut accepter que ça fait partie du jeu. Très clair. Sur la question qui va avec celle-ci, hein, et qui est aussi celle que j'avais posée à Clément en ouverture, c'est la médiatisation autour de vos thèmes respectifs. C'est une force ou une faiblesse finalement, au sens, est-ce que ça a tendance à avantager de vous amener des clients, des prospects, ou au contraire, est-ce que ça entretient le flou artistique que derrière vous devez ramer pour expliciter et clarifier les choses? Ça dépend de quelle médiatisation, hein. Celle des derniers jours, elle n'est pas très bonne. On s'en serait bien passé dans le monde de Web3 d'avoir Dallas et Drama Queen et digne d'un show Netflix. Où, non, là, ça nous renvoie en arrière. Oui. Christophe, peut-être sur cet aspect-là, justement, de surmédiatisation dans un sens ou un autre? Ouais, après, de mon point de vue, c'est comme la pub, en fait, qu'elle soit très bonne ou perçue comme super nulle. Du moment qu'on se rappelle du nom de la marque à la fin, c'est gagné de la part de la marque.
Moi, je pense que ça nous apporte une visibilité, au moins les pouvoirs publics ou les autorités commencent à se soucier du sujet. Et en fait, ça leur amène comme une espèce de réalité parce que cette industrie, elle a été longtemps euh, ignorée. Et enfin, longtemps, hein, c'est pas si vieux, hein, mais ignorée. Moi, j'ai pris un bâton de pèlerin, j'ai fait le tour des ministères des Finances de tous les pays, la Commission européenne, la Banque centrale européenne. C'était bien trop tôt pour parler de finances et de ces rails de paiement. Et puis, on a laissé tomber, on s'est mis sur une autre audience qui a vraiment besoin de ces outils. Et puis, en fait, le marché s'est fait tout seul. Il y a eu la mode donc de la DeFi pour toutes les protocoles La où on pouvait finance décentralisée, hein, c'est voilà, ça? pour pouvoir déposer de l'argent et obtenir des rendements. Il y a eu après l'année dernière, on a parlé beaucoup de NFT. Euh, et puis, le marché évolue, enfin, on va dire, se rationalise et c'est vague. Donc, typiquement, quand il y a quelque chose très à la mode, comme les NFT, euh, eh ben, on a des projets très sérieux et puis aussi beaucoup de projets ultra pourris, pour être très clair, qui ne desservent pas l'objectif final. Et comme le disait Lancelot, on a découvert les NFT par le cas d'usage de l'art numérique, mais en fait, on peut faire plein de choses avec les NFT. Comme Ah, parce que le Bitcoin a une valeur qui monte depuis plusieurs années. Et en fait, il y a des applications logistiques, il y a des applications de traçabilité, il y a des applications alimentaires, il y a des applications, plein de choses cosmétiques. Tous les secteurs d'activité peuvent bénéficier de ces rails d'efficacité, on va dire. C'est un peu comme si on passait du PDF à l'email. C'est un peu la révolution. Bon, il y a encore des sur entreprises. la façon de faire. Ah, Je vous ai perdu peut-être. très brièvement, Christophe, mais c'était juste pour dire, c'est les directions d'innovation finalement doivent passer au-delà de cette vision superficielle pour entrer dans ces cas d'usage, mais ils existent et on imagine qu'elles ont la capacité d'aller en profondeur avec leurs interlocuteurs du coup. Et la meilleure recommandation qu'on peut leur donner, c'est rencontrez-nous. Il y a Faut en NFT discuter. Factory maintenant à Paris qui est monté, qui rassemble beaucoup de fondateurs projets NFT. Il y a l'ADAN qui est l'Association française pour le développement des actifs numériques où on est tous membres. Il y a plein de portes d'entrée pour nous rencontrer, au-delà de LinkedIn, hein, si vous voulez, ou Pour se de ce que vous structurer. voulez. Mais il y a Alors, reperdu Christophe. Euh, Le problème des nouvelles technologies, elles reposent sur les anciennes. Il faut pas toujours Et c'est voilà. toujours l'essentiel du problème quand on fait quelque chose en digital, c'est le piège, hein, toujours de parler de transformation numérique en digital et d'être déconnecté. On en sait quelque chose. Je vais en profiter, Laurent, parce que j'ai deux questions, le temps que Christophe nous rejoigne. Mais il y a deux questions dans le chat sur le D'accord. quantique. Est-ce qu'on peut imaginer des sociétés qui bénéficient du quantique sans pourtant vraiment comprendre en fait derrière ce qui se cache derrière? Ah oui, évidemment, ce sera 98% des sociétés ne comprendront pas le quantique. Est-ce que vous comprenez comment un microprocesseur fonctionne quand on est en train d'utiliser Zoom? Non, heureusement, vous ne savez pas comment fonctionne la TCP/IP. Je pense que dans cette audience, il y en a beaucoup, mais globalement, oui, l'idée des sociétés comme nous ou d'autres, c'est effectivement de rendre ça transparent. Quand vous utilisez, vous allez vous faire opérer des yeux avec un laser, vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne un laser. Heureusement d'ailleurs. Donc, globalement, oui, c'est la proposition. Aujourd'hui, c'est très embryonnaire, donc c'est comme avant, il y a quand des il y avait moyens de les discuter relais avec nous et on téléphoniques. n'est pas de nouveau. Ah, ah, interférence sur la Christophe, ligne. Voilà. vous Donc, entendez? pour résumer, oui, Je suis là, je suis là. les entreprises n'auront pas besoin de comprendre le quantique pour dériver Pour des outils. l'utiliser. Et une deuxième question, j'en profite parce qu'on on a sauté de différents sujets, mais on a parlé quand même beaucoup de blockchain effectivement ce soir en creux. Et la question dans le public, c'est le quantique remet-il en question l'argument sécurité des blockchains? Non, pas à court terme, ni à moyen terme, ni à relativement très moyen terme. Parce que globalement, aujourd'hui, il n'y a pas les ordinateurs pour pouvoir faire fonctionner les algorithmes qui prétendraient déchiffrer la blockchain. Donc, soyons pas inquiets.
il existe déjà des algorithmes quantiques, des algorithmes classiques qui sont capables d'être résistants aux ordinateurs quantiques. Donc, ne nous paniquons pas. Le blockchain va évoluer bien plus vite à une vitesse supérieure à celle de l'arrivée du quantique et de l'émergence du quantique. Donc, soyons pas inquiets. On n'en est pas encore là. Je pense qu'il y a d'autres problèmes avec le blockchain et je ne citerai pas FTX, mais le quantique n'en est pas un immédiat. Très clair. Merci, merci pour ces réponses. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Je voulais vous poser une question également à tous. N'hésitez pas dans le public si vous avez d'autres questions, on prendra le temps d'y répondre quand même. Mais c'était sur la conséquence de la médiatisation de ces terminologies, de ces thèmes. C'est souvent le fait que beaucoup d'acteurs vont se positionner sur des offres qui vont utiliser ces termes, ces buzzwords, cette terminologie, dire qu'ils vont apporter quelque chose, y répondre. Donc on imagine un peu le trouble des entreprises sur le fait de dire finalement comment je reconnais les vrais spécialistes, ceux qui vont m'apporter quelque chose concrètement. Que doit regarder une entreprise en priorité qui va travailler sur ces buzzwords et sur les experts chargés de l'accompagner, chez les entreprises chargées de l'accompagner? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pour vous à mettre en évidence au plus vite? C'est ouvert. Jordan, vous pouvez peut-être réagir sur cet aspect-là de comment on arrive à convaincre l'entreprise finalement de l'expertise. Ah, du coup, ben, si je prends notre cas d'espèce à nous, on va montrer le portfolio. Après, il y a l'expertise aussi des collaborateurs. Le développeur qui travaille chez nous, c'est un développeur sur Layer 1, c'est-à-dire qu'il développe la blockchain. Là, il ne développe pas sur la blockchain, il a développé une blockchain en l'espèce. Donc après, c'est forcément les compétences des collaborateurs de l'entreprise avec qui vous allez interagir qu'il faut regarder. Le portfolio aussi. Et les entreprises vous demandent comme ça finalement la preuve de cette compétence pour pas que vous soyez sur la partie superficielle, on va dire, du sujet? Nous, généralement, on nous demande un portfolio pour savoir ce qu'on a déjà développé, pour qui on a déjà travaillé, ce qu'on peut comprendre, étant donné qu'on fait du sur-mesure. Et Bien sûr. pour quelqu'un, c'est un peu plus. Voilà, c'est normal qu'il demande, on va dire, des garanties. Et à part ça, je ne vois pas à part regarder le portfolio des interlocuteurs. Et si je peux me permettre, dans ce secteur-là, je parle de la blockchain exclusivement. Ceux qui travaillent, entre guillemets, en période un peu plus incertaine de marché, comme maintenant, on peut faire plus confiance, moi je pense aux entreprises qui construisent un bear market, comme on peut dire, plutôt qu'à des entreprises qui sont là, ça se voit beaucoup sur les réseaux sociaux, qui sont exclusivement actives dans le secteur de la blockchain, je rappelle, juste quand le marché est au top et que c'est, comme on l'a dit, que les buzzwords sont au maximum de leur capacité sur Google, c'est là qu'on voit beaucoup d'entreprises émerger, de projets, comme mon camarade l'a dit tout à l'heure, des projets un peu bancals. Oui, donc ceux qui continuent de se battre et qui continuent d'en parler quand il y a la mauvaise pub et la médiatisation négative qui effectivement sont sans doute plus concernés et experts sur ces questions. Lancelot, sur cette partie-là, ça vous évoque? Non, mais je partage parfaitement le constat, évidemment, qu'on a souvent l'impression qu'il y a plus de chercheurs d'or que d'or parfois, et ça peut être un peu inquiétant. Il n'y a pas de bonne. Et je rejoins le point de Jordan qui est de dire que il faut s'appuyer sur les case studies, sur le portfolio, mais comme c'est aussi une industrie tout ça naissante, parfois les portfolios ils sont aussi parfois light, et donc on ne peut pas que se payer là-dessus. Donc et c'est d'autant plus compliqué que, oui, là, encore une fois, tout le monde fait référence à l'actualité récente, mais SBF, tout le monde était persuadé qu'il était un des hommes les plus fiables et de cette industrie, et on s'est tous fait avoir. Enfin, nous tous, personne. Donc, c'est vrai, c'est hyper compliqué, mais il n'y a pas de secret, il faut faire ses due diligence, il faut de ma petite expérience, si on revient petit monde francophone et effectivement, en allant parler directement avec les gens, en interagissant, en posant des questions
souvent bêtes, mais basiques, on peut quand même se prévaloir des fraudes monumentales. Et juste en essayant d'associer 1 plus 1 et en posant des questions juste, mais concrètement, comment ça marche, etc., on peut se prévenir des cas les plus évidents. Oui, c'est ce que Mais c'est compliqué. l'idée aussi que disait Christophe de dire il y a des choses qui se fédèrent en termes d'association, Oui, bien sûr, institutionnalisation voilà, aussi, et exactement. qui sont Ça, des c'est espaces de discussion la dame, quelque ouais, bien part sûr. qui sont beaucoup Ouais. plus accessibles que juste aller voir un acteur un peu au hasard. Maintenant, on commence à avoir autour de l'univers Web3 dans sa globalité, et là je mets un peu le quantique de côté, ce genre de logique. Mais alors, juste, excuse-moi, commençons petit aussi. Enfin, comment builder petit, mais faites quelque chose. Mettez un petit budget d'abord, mettez pas tout vos billes. Et puis, c'est aussi la meilleure façon de démontrer, c'est de builder. Je rejoins Jordan là-dessus et commencer par un tout petit projet. Puis vous allez bien voir si la personne que vous avez prise est compétente ou pas. Après, il y a toujours le point de vue des cabinets de conseil, hein, dont c'est le rôle de conseiller les entreprises. Le seul truc, c'est que pour avoir parlé à beaucoup d'eux, je suis désolé, mais il y en a beaucoup qui comprennent rien et qui surfent sur des jolies brochures marketing avec des buzzwords. Donc, je ne vais pas les citer, hein, mais on va parler des grands cabinets de conseil et d'audit dont les grands groupes s'entourent. Et quand on voit ce qui est livré à la fin de la journée ou à la fin d'une campagne, c'est un gros sketch. Enfin, pour prendre l'argent des grands groupes, il y a un paquet de gens. Alors qu'on a la chance en France d'avoir, franchement, au niveau de l'écosystème du Web3, l'écosystème français, il est incroyable. On a un nombre d'acteurs français dans tout le Web3 qui est, pour faire des conférences à l'international, la France vraiment est pilote dans cette industrie. Et encore une fois, faut rencontrer chacune des personnes, hein, chacun des projets, et puis les associations ou les groupes, on va dire, les groupes d'acteurs, c'est quand même la meilleure façon de bien commencer, plutôt que de payer un cabinet de conseil une fortune pour une campagne, par exemple, de NFT, alors qu'il va faire du bruit sur un grand groupe français, mais qui servira à la fin de la journée à rien. Et je pense qu'il y a faut vraiment venir à la rencontre de tous les acteurs pour se faire une idée, avant de se lancer avec n'importe qui. Et Catherine Croisier, qui est une membre de la communauté Aliency Connect et DSI de profession, notamment sur des missions de transformation, vous remercie pour les remarques vis-à-vis de l'accompagnement des grands groupes et un peu ce décalage qui peut exister. Donc, merci Catherine, effectivement, content de voir qu'on trouve écho auprès de tes expériences sur ce qui est exprimé ce soir. Il nous reste 5 minutes. J'aimerais faire un dernier, alors j'allais dire tour de table, on va dire tour d'écran de vous tous pour vous laisser conclure dans ce contexte un peu de surenchère, de surmédiatisation, d'hésitation des entreprises. Laurent le signalait, hein, qu'il y a évidemment une sorte de posture un peu défensive sur les sujets qui sont les plus en avance, ou potentiellement les plus innovants, on peut bien comprendre pourquoi. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à une entreprise qui est, on va dire, dans la zone de flottement, de se dire c'est bien, ça serait bien quand même qu'on fasse des choses en la matière, mais pas envie d'être sur de prendre le sujet du mauvais côté, ou pas envie qu'on me dise oui, tu fais un POC métaverse parce que aujourd'hui tout le monde fait du métaverse, ou sur ce genre de sujet. Donc quel dernier conseil vous donneriez aux décideurs dans les entreprises pour aborder ces questions d'innovation un peu en flottement, comme je disais. Je vais prendre dans le même ordre que ce que l'on a commencé, donc Clément en premier. Écoute, c'est amusant parce que tu as dit je vais faire un tour de table et puis tu t'es repris en disant je vais faire un tour d'écran. Eh bien, et effectivement, dans le métaverse, c'est exactement ce qu'on fait. Nous, tous les matins, mon équipe de développement fait le stand-up meeting, qui est en fait dans un canapé virtuel. Et donc, on appelle le daily meeting. Et c'est un vrai tour de table
Et ça, c'est absolument compliqué, difficile à faire en visio, alors que c'est une évidence même dans le métavers. Donc, moi, j'ai envie de dire, finalement, l'époque, c'est très, très bien, puisque quand la solution est prête et industrialisable, eh bien, c'est une bonne façon de commencer. Un POC, ça coûte pas très cher et c'est une façon d'essayer le métavers. L'essayer, c'est l'adopter. Soprasteria, par exemple, qui, depuis plus d'1 an, fait absolument tous ses onboarding, donc 2000 personnes par an qui sont onboardées, qui passent 2 jours pleins, sont des promos d'une centaine de personnes à chaque fois, et qui passent 2 jours pleins dans le métavers pour comprendre les métiers, pour se créer un réseau, pour comprendre les valeurs du groupe, et qui sont hyper contents. Ils pourraient pas s'en passer aujourd'hui. Donc, Il faut tester. il faut tester, exactement. Très bien. Merci Clément. Et d'ailleurs, j'ajoute, c'est testable directement. N'importe qui peut se créer un compte sur notre site teamu.com. Pour essayer. Donc, voilà, vous pouvez même tester gratuitement. N'importe qui peut essayer. Bon, très bien. C'est effectivement un bon conseil. Christophe, comme mot de la fin et comme conseil? Ouais, alors je suis pas hyper à l'aise à donner des conseils parce que c'est un peu compliqué sans connaître le contexte des personnes, mais pour une personne qui travaille dans l'innovation et qui est en charge de la transformation des entreprises, je pense que il faut absolument tester. Il ne faut pas juste euh, euh, discuter de ce sujet autour d'une table ou dans un métaverse. Il faut vraiment mouiller la chemise et rentrer dans le jeu. En fait, il faut tester. Donc, il faut faire des essais, il faut que ça fonctionne, il faut aussi avoir des échecs et apprendre de ces échecs et se faire plumer sur FTX, ça en fait partie pour certains. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend. C'est une industrie qui est encore un écosystème qui est en pleine création, une industrie qui est en pleine explosion. Il y a plein d'opportunités à saisir. Il faut juste prendre le temps d'essayer petit à petit. Et je pense que le meilleur moyen de rentrer dedans, c'est de s'intéresser à la communauté. On a la chance, encore une fois, d'avoir une communauté francophone super. Il y a plein de meet-up, il y a plein d'événements, il y a plein de choses dans toutes les villes de France. Intéressez-vous, déplacez-vous, parlez à des gens qui sont short t-shirt et qui ont l'air d'avoir 22 ans et qui sont des gens brillants. Et il y a plein de choses à apprendre de gens fantastiques dans l'industrie. Super conseil, merci. Laurent? Donc, j'ai pas 22 ans, je sais pas le préciser, donc on va dire que le quantique, on va dire, nécessite un peu plus des études longues, très longues. Non, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, le public investit beaucoup, mais le public, les régions, l'État, l'Europe investit beaucoup, mais a besoin d'industriels. Donc, globalement, les industriels risquent peu d'aller dans l'automotive, par exemple, dans la chimie, dans les industries manufacturières, aller explorer le quantique en construisant des projets avec des startups financés par du public en partie. C'est des projets qui sont faciles à aller chercher, faciles à construire. La startup fait tout le travail pour construire le projet, arriver à des cas d'usage, et le public est très peu hauteur. Donc, il y a peu de risques d'y aller. Et donc, c'est le moment, en fait. Il y a vraiment un intérêt au-delà du hype. C'est une révolution potentielle qui arrive. Donc, comme on retourne sur la Lune aujourd'hui, il faut se souvenir qu'on a été sur la Lune en 69. Et en 62, JF Kennedy, quand il a dit on ira sur la Lune, personne ne le croyait. Voilà, c'est un peu ça le concept. On va y aller, on va y retourner. Très bien, merci. Lancelot? Non, rien de très original, hein. Tester, tester, retester, tester petit. Alors, si vous avez du mal à convaincre vos comités de direction, partez sur un tout petit budget, mais testez quand même. Si vraiment ils ne veulent pas, testez en compte privé. Beaucoup de nos technologies, vous pouvez faire en B2B, mais aussi vous pouvez faire en B2C. Une fois que vous avez maîtrisé chez vous en perso, retournez voir vos collègues, essayez de les reconvaincre. Et puis, si vous n'arrivez vraiment pas à convaincre qui que ce soit, juste changer de boîte et aller dans une boîte. Effectivement, le mind d'innovation. Jordan? Moi, du coup, je vais faire un peu comme mes camarades Lancelot et Christophe. Je suis d'accord, essayer, apprendre et ne pas oublier la base de la technologie blockchain, la suppression du tiers de confiance, la décentralisation.
Voilà, si je dois Il donner faut être vraiment convaincu par ces deux aspects pour imaginer les cas d'usage qui vont s'y lier, quoi. tout à fait. Il y a aussi quelque chose qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des industries, enfin de l'industrie pour le coup, la blockchain, ça s'y prête vraiment. C'est vraiment hyper utile pour l'industrie. On peut prendre n'importe quelle industrie, la traçabilité et la sécurisation des données, c'est quelque chose d'important. Mais il y a plein de cas d'espèces que nous, on voit en entreprise où la blockchain n'a pas d'utilité propre Oui. aujourd'hui. Et c'est vraiment que du buzzword Donc, actuellement. ne pas se laisser balader par cela. Tout à fait. Ben, il me reste qu'à vous remercier tous effectivement pour votre participation. N'hésitez pas, alors pour les personnes qui sont encore avec nous ou qui vont nous écouter dans le replay que l'on va diffuser, si vous souhaitez être mis en relation directement avec l'une des personnes présentes ce soir, on peut vous y aider, donc n'hésitez pas à nous demander. Retrouvez aussi sur aliency.fr les informations sur les startups qui étaient réunies ce soir et vous aurez l'occasion de suivre au sein de la communauté Aliency Connect ces sujets et leurs actualités aussi pour les mois à venir. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous. Merci et à vous. Merci à à Aliancy. très bientôt, Ouais. j'espère, pour de nouvelles aventures autour de ces thématiques intéressantes.